Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Nakamoto. Ici Louis et je suis avec Tom. Bonjour à tous. Cette semaine, on avait envie de vous parler des ICO. Alors pour ça, on commencera par leur histoire. Ensuite, on fera un petit point sur la différence entre les ICO et le système de financement un peu plus classique dit des levées de fonds. Puis, on essaiera d'expliquer qu'est-ce que c'est finalement une ICO, comment ça marche. Après ça, on parlera de la mania et de l'âge d'or des ICO. Et pour finir, on traitera des dérives que peuvent engendrer ce type de financement. Alors on va commencer par l'histoire. L'histoire, il y a eu des milliers d'ICO depuis la naissance du Bitcoin. C'est notamment dans le caractère open source du Bitcoin et de tout l'univers des crypto-monnaies. Avec quelques connaissances informatiques, en fait, il est facile de copier le code du Bitcoin et d'en apporter une subtile modification pour ainsi créer sa propre blockchain. Même si ce n'est pas encore des ICO, la facilité et le fait que cette technologie soit en grande partie open source en fait un espace de copie et de clone dès la première heure. Pourquoi en effet ne pas faire sa propre monnaie ? On peut par exemple parler de la première ICO, Louis. Ce qui est drôle, c'est que la première ICO, en fait, personne la connaît, ou alors seuls ceux qui sont là depuis longtemps. Il s'agit de Mastercoin. Alors c'est une ICO qui a eu à l'époque sur le Bitcoin et qui a levé $600 000 en 2013 pour créer un échange uniquement de Bitcoin, puisqu'à l'époque il n'existait que cette monnaie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a complètement oublié. Beaucoup de gens pensent que la première ICO c'est Ethereum. Et en fait, à l'origine des ICO, c'est quand même une volonté un peu crowdfunding, quoi. Le mec est arrivé et a dit j'ai un projet, j'ai des développeurs, j'ai besoin d'argent, j'ai pas envie de passer par des levées de fonds normales ou classiques, et je vais faire appel à l'argent qui existe déjà dans l'univers des crypto-monnaies et demander des bitcoins. Voici mon adresse Bitcoin, merci d'en envoyer si vous croyez au projet, quoi. En contrepartie, bien sûr, de tokens. Ouais, c'est ce qu'a fait Vitalik. Là, tout de suite, on arrive dans une ICO plus connue, c'est Vitalik Buterin, crée en tout cas le premier white paper de Ethereum en 2013 et fait l'ICO en 2014, alors l'été 2014, juillet et août. Et il lève $15 millions, ce qui est énorme pour l'époque, et ce qui est dingue, c'est quand même de se dire que l'Ethereum valait en ICO un peu plus de 30 centimes, quoi. Ce qu'il y a de bien aussi dans cette époque, c'est qu'on était quand même dirigé vers les investisseurs particuliers. Oui, et ce qui est amusant, c'est qu'en parlant justement de ces investisseurs, à l'époque, Vitalik Buterin précise bien « L'Ethereum est un produit, pas une offre de sécurité ou d'investissement. Ethereum est simplement un jeton pour payer des frais de transaction ou créer des apps décentralisées sur la blockchain. » Et il dit cela, et c'est vraiment intéressant, « Cela ne vous donne aucun droit de vote et nous ne garantissons pas sa valeur future. » Alors pour moi, cette phrase, elle semble plus que jamais d'actualité aujourd'hui, où beaucoup d'investisseurs ne prennent pas toujours en compte le risque des ICO. Et lorsqu'une ICO échoue, ils demandent des comptes à l'équipe, sauf que finalement, ils ne sont pas actionnaires. Ils ont juste acheté un token qui servira à utiliser la blockchain du projet, mais aucunement des parts de la société. C'est là où il faut comprendre la différence avec une IPO ou une levée de fonds. Alors lorsqu'une entreprise lève des fonds pour se créer ou se développer plus rapidement, elle dilue son capital. Elle le partage avec des nouveaux investisseurs. L'avantage est que grâce à ces fonds, elle pourra se développer plus rapidement. Cela va lui ouvrir des perspectives qu'elle n'aurait pas pu envisager sans cet apport extérieur. L'inconvénient est qu'elle va donner un pouvoir de décision à ces nouveaux investisseurs. Ces derniers auront des parts de la société et imposeront des objectifs, des délais à tenir. L'ICO, c'est un peu les avantages de la levée de fonds sans la plupart des inconvénients, car vous ne donnez pas des parts de votre société, mais un token, qui pourra être associé à la réussite de projet. Mais cela ne vous donnera aucun droit de regard, ni ne garantira sa valeur, qui ne sera pas forcément indexée sur le succès de l'entreprise. Si on prend le cas de Ethereum, même si le projet a été un succès et que la blockchain est aujourd'hui une des plus utilisées dans le monde, rien ne peut justifier que le prix de l'Ethereum ait été multiplié par 4500 entre son prix ICO et le mois de décembre 2017, c'est totalement irrationnel. De même, sa chute vertigineuse entre décembre et le mois de septembre dernier, où le prix a quasiment été divisé par 10, est tout aussi irrationnel. En fait, c'est la différence entre mettre de l'argent dans une ICO et une entreprise plus classique, où vous aurez une garantie de succès en cas de réussite de l'entreprise. Cependant, on peut dire que les ICO ont quand même apporté quelque chose de révolutionnaire, car elles permettent à chacun, même aux plus petits épargnants, d'investir dans un projet auquel il croit. Et ça va dans le but de décentralisation de la blockchain et des crypto-monnaies, et c'est plutôt un bon point. Après, le problème de tout ça, c'est le manque de régulation des ICO et que cela crée des dérives. La régulation, déjà, elle peut arriver. Ensuite, c'est en ça que c'est intéressant aujourd'hui, c'est que les IPO, on a besoin d'avoir un compte chez Rothschild pour y aller, alors que là, on est quand même encore proche du crowdfunding. En fait, c'est le crowdfunding qui arrive sur les startups.
si on a accès aux startups, bon alors on verra que c'est de moins en moins le cas, mais si on a accès aux startups aujourd'hui à travers les ICO, c'est l'arrivée du crowdfunding qui arrive. Le crowdfunding qui arrive dans les milieu des années 2000. Milieu des années 2000, il arrive et il permet justement de financer pas mal de petites sociétés, etc. Ça donne un vent de liberté quand même sur ces projets. Moi, je trouve que l'ICO découle de ça. D'ailleurs, c'est ce que disait la première ICO, enfin le créateur de la première ICO. Il disait qu'il s'inspirait du crowdfunding. J'ai jamais réussi à dire ce mot-là, donc voilà, faudra m'excuser. C'est vrai qu'en tout cas, ça permet des levées de fonds beaucoup plus importantes que ce que pouvait faire le crowdfunding, où on pense plus à des plus petits projets. C'était rare qu'ils lèvent beaucoup de fonds. Ces petits projets, enfin des projets à échelle humaine, en tout cas, plus que sur des projets mondiaux. Et c'est ça l'avantage des ICO, pour moi aussi, c'est aussi de toucher une population internationale. En plus de ça, c'est une méthode de financement pour une entreprise beaucoup plus simple qu'une levée de fonds, parce que déjà, comme tu as dit, elle peut lever des fonds de gens d'où qu'ils soient dans le monde, mais en plus, grâce à la blockchain, ça devient très simple. Ça veut dire qu'ils mettent en place justement ce système de levée de fonds par la blockchain Ethereum, par exemple, celle la plus utilisée dans les ICO. Et ensuite, il y a une plateforme, chacun donne, grâce au smart contract, il saura combien il va recevoir de tokens en retour. C'est extrêmement simple, c'est très peu coûteux pour l'entreprise. Très sécurisé, donc finalement, en plus, grâce aujourd'hui au succès de la blockchain et des crypto-monnaies, avec la communication sur les réseaux sociaux et tout, elle peut vraiment faire connaître son entreprise et promouvoir son projet. Donc finalement, tu as quand même des entreprises qui hier n'auraient touché personne ou alors auraient eu beaucoup de mal à toucher des business angels ou des fonds d'investissement et qui aujourd'hui arrivent à lever 20 millions de dollars venus de nulle part grâce à ce système, quoi. Donc, et en l'espace de 24 heures, 48 heures ou un mois. Alors que les IPO ont quand même une problématique, c'est que on est quand même sur des problématiques longues, aussi lourdes administrativement. Toutes ces problématiques-là sont résolues par les ICO. C'est vrai, quand on sait qu'une levée de fonds, le temps moyen, c'est minimum, je crois, 9 mois. Juste pour faire un petit point, la différence quand même, levée de fonds IPO, la levée de fonds, c'est quand une entreprise va demander des fonds, et l'IPO, c'est vraiment quand elle est émise en bourse. Et donc, elle va redemander des fonds, mais là, en fait, elle est déjà à un stade assez évolué. Mais c'est vrai que ces deux procédés sont quand même très compliqués et contraignants pour une entreprise. Il faut des études, des commissaires aux comptes. Des comptables, des avocats fiscalistes, oui. Toutes ces choses-là, évidemment. Oui, à côté de ça, il y a les ICO. Alors, comment ça se passe une ICO ? ICO, déjà, ça veut dire Initial Coin Offering. C'est une offre de monnaie initiale, donc le financement d'un projet de création d'une crypto-monnaie utilisant une blockchain ou proposant sa propre blockchain. Donc l'entreprise qui organise son ICO fournit généralement un white paper ou livre blanc. Le livre blanc, c'est un recueil d'informations sur le projet de l'entreprise, son équipe, comment ils veulent faire les choses, pourquoi, et en donnant quelques échéances et dates clés. Alors comment ça marche ? L'entreprise va émettre sa propre crypto-monnaie que les investisseurs vont pouvoir acheter contre de l'Ethereum dans la plupart des cas, mais aussi parfois contre du Bitcoin ou du Neo. Elle va organiser une vente, définir la répartition des tokens, quel pourcentage sera vendu lors de la vente, quel pourcentage sera destiné à la fonctionnalité du projet, à l'équipe, etc. Le pourcentage destiné au public sera mis en vente à un prix donné. Une fois l'ICO terminée, les investisseurs recevront cette nouvelle crypto-monnaie dont le succès sera, ils l'espèrent, indexé à la réussite du projet. C'est aussi une période de stress pour les investisseurs. Quand on investit pour la première fois dans la crypto-monnaie, déjà on est sur une prise de risque. Quand on arrive dans le domaine des ICO, on est quand même sur des investissements qui se basent la majorité du temps sur des white papers, donc sur une quinzaine de pages écrites par des développeurs, qui sont pas forcément toujours très à même de communiquer sur leur projet. C'est vrai que quand je suis arrivé dans les crypto-monnaies, déjà, je trouvais que je prenais un risque en mettant de l'argent là-dedans, et quand on m'a parlé des ICO, je me suis dit, mais pourquoi je me fourre ? Et rapidement, ça devient passionnant d'étudier, je trouve, des nouveaux projets, de lire des white papers, et de se dire, mais... de trouver, en fait, c'est un peu les ICO, c'est un peu une chasse au trésor, quand on cherche la petite perle, on cherche le projet qui nous plaît, et on se dit que bon, c'est celui-là qui va marcher, parce que c'est une chasse au trésor, mais c'est aussi la jungle, quoi. Il y en a des centaines, des milliers,
chaque jour on entend mais est-ce que tu as vu cette ICO, est-ce que tu as fait cette ICO, faut que tu fasses celle-là. Donc parfois on sait plus quoi choisir, on sait plus quoi regarder. D'accord, ça perd un peu aussi l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, il est un peu perdu avec toutes ces nouvelles ICO, notamment en décembre et en janvier quand même 2017-2018 donc. On avait des ICO tous les jours et on était dans une course aux transactions par seconde, et pour l'investisseur lambda quand même on me propose 10 000 là, 1 million là, 10 millions 15 jours après. Voilà. Oui, on peut en plus avec c'est une technologie qu'on maîtrise pas forcément. Moi on va sûrement se moquer de moi dans les commentaires, mais ma première ICO, j'ai quand même envoyé de l'Ethereum depuis Coinbase. Ce qu'il faut évidemment absolument pas faire, parce que c'est très compliqué pour une ICO de renvoyer des tokens en fait, elle a besoin de l'adresse de réception, donc il faut toujours envoyer d'un wallet Ethereum et pas du tout d'un échange. Bref, mes petits problèmes, on s'en fout un peu, mais tout ça pour dire que les ICO c'est parfois quand même un terrain dangereux pour les investisseurs. Un terrain dangereux quand même, qui a eu un certain succès. Bon alors c'est certainement à travers les smart contracts introduits par la blockchain Ethereum que les ICO ont réellement pris leur envol. Mais Ethereum qui devient ainsi le géant des ICO, ce qui en fait une grande partie de son succès. On est en décembre 2017, jour après jour des dizaines d'ICO sortent, les fonds d'investissement se jettent dessus, les venture capital naissent quasiment à la même vitesse, les maîtres des marchés financiers s'inquiètent et commencent à critiquer ce nouveau système économique. Le Bitcoin est à 20 000 $, l'Ether à 1300, l'extase. Ah, c'est quand même dingue de se dire qu'en 2017, les ICO ont levé 40 fois plus d'argent qu'en 2016. Donc on voit que je crois que c'est à peu près 6 milliards en 2017, donc ça devient des chiffres quand même très importants pour cet univers, quoi. On n'aurait pas dit il y a quelques années, quand il y avait juste une ICO par-ci par-là, Ethereum, Neo qui s'appelait à l'époque N-Share, qu'en 2017, on aurait 6 milliards de dollars levés, 40 fois plus qu'en 2016. C'est des chiffres quand même qu'on ne peut pas comparer avec un autre secteur d'activité de telles évolutions, quoi. Alors moi j'ai des chiffres, j'ai quand même 4000 ICO. 4000 ICO, c'est quand même... Enfin, il faut 4000 depuis... en tout. En tout. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que c'est 4000 projets qui proposent quelque chose, où on a réfléchi plus de 5 minutes. Parfois, pour certaines, peut-être pas, mais quand même. Et ce qui est dingue, c'est que en 2018, ça s'arrête pas. C'est même d'autant plus la folie, parce que mi-mars, on avait déjà égalé le chiffre de 2017. Ça veut dire que mi-mars, on avait déjà levé 6 milliards de dollars en 2018. Et aujourd'hui, on est actuellement à plus de 20 milliards. Alors, c'est quand même dingue de se dire ça, malgré le bear market, et que tout le monde soit un petit peu... dans le mal aujourd'hui, avec le Bitcoin soi-disant qui crache, voilà, tout le marché va pas bien, et pourtant les ICO continuent à marcher, continuent à lever de l'argent, et plus que jamais, quoi. Mais c'est le succès des ICO, c'est on se bat pour participer à cette nouvelle société qui promet de révolutionner un peu, enfin pour Brave c'était de révolutionner un peu les pubs sur les moteurs de recherche. On intervient, enfin c'est d'ailleurs toute la beauté de cet univers, à chaque fois on a l'impression que ce sont des sociétés qui vont révolutionner un peu le monde, quoi. Les prochains Facebook, les prochains Google, comme on n'arrête pas de nous le dire à chaque fois, potentiellement ils sont là, et potentiellement du coup ça nous donne envie d'y aller, ça nous donne envie d'investir, et peut-être... Ouais, ce que tu dis c'est marrant, c'est un peu pour ça qu'il y a une mania et pour ça qu'il y a une folie ICO, c'est que les gens se disent j'investis sur le prochain Google, j'investis sur le prochain Facebook, j'investis sur le prochain Ethereum. Peut-être qu'ils se le disent un peu trop, parce que si vraiment ils ont un petit peu parfois des étoiles dans les yeux, ils voient les chiffres d'Ethereum où l'ICO était à 30 centimes, les chiffres de Neo où l'ICO était à 3,6 centimes, donc forcément ils se disent voilà, j'investis sur les prochains grands internet, hein. Ils ont peut-être raison dans certains cas, mais donc c'est pour ça qu'il y a une folie ICO, c'est que voilà, tout le monde, c'est un peu de l'auto, tout le monde veut mettre sur le projet qui va conquérir le monde, et donc ça c'est la folie ICO de la part des investisseurs, et la folie ICO de la part des entreprises, elle est due à ce qu'on a évoqué, c'est que pour une entreprise, déjà, c'est très simple de lever des fonds, ce qu'on disait tout à l'heure, mais en plus pour elle, ça a un avantage énorme par rapport à une levée de fonds, une IPO,
c'est qu'elle dilue pas son capital. C'est-à-dire quand une entreprise fait une levée de fonds ou une IPO, elle dilue son capital et donne des parts à des gens. Elle donne des parts à des fonds d'investissement, à des actionnaires qui vont regarder ce que vous faites, qui vont vous donner des objectifs, qui vont être derrière votre dos à vous dire vous avez 3 ans pour atteindre ce chiffre d'affaires. Et alors que là, finalement, elle garde 100% de son capital, elle ne le dilue pas, et elle reste seul maître à bord, et elle a juste à émettre une crypto-monnaie, entre guillemets, pour lever des fonds. Donc en fait, c'est vraiment, entre guillemets, tout bénef pour une boîte, quoi. Donc c'est vrai que toutes les boîtes aujourd'hui, toutes les startups sont plus intéressées à faire une ICO qu'une levée de fonds traditionnelle, quoi. Mais tu as absolument raison de dissocier l'ICO du point de vue des investisseurs et du point de vue des entreprises. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on ne donne pas des parts. Après, il y a quand même des râleurs, hein, et il suffit d'aller voir sur Telegram pour voir que les gens veulent quand même un peu de retour sur investissement. Mais souvent, justement, ces gens n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas actionnaires, en fait. Et ils ne doivent rien. Voilà. C'est ça où il y a un peu un dialogue un peu bizarre parfois entre les responsables communication et les gens qui ont acheté une crypto-monnaie. C'est que parfois les gens qui ont acheté une crypto-monnaie se comportent un peu comme s'ils étaient actionnaires et demandent des comptes à l'entreprise, alors que finalement il a qu'à leur dire non mais en fait vous avez acheté cette crypto-monnaie, vous pouvez la revendre. Voilà. Non mais c'est terrible, et c'est pour ça qu'il y a certains investisseurs qui se retrouvent un peu désœuvrés parce qu'ils n'ont pas trop compris ce rapport de force en fait qui existe dans l'ICO, quoi. Et qui en fait n'existe pas. Oui voilà, ça va que dans un sens. Les investisseurs n'ont pas de pouvoir, ils ont acheté une potentielle utilité dans les quelques années à venir. Oui, dans l'ICO, il n'y aura pas d'assemblée générale chaque année, il n'y aura pas de droit de vote, il n'y aura pas de dividendes, c'est un autre système, c'est un autre paradigme. Voilà, maintenant on avait envie de vous parler quand même des dérives des ICO. Alors, pour moi, il y a 2 grandes catégories de dérives liées au système actuel. La première, ce sont les dérives liées au manque de régulation. Aujourd'hui, il n'y a aucun cadre légal autour des ICO. Chacun peut lancer la sienne et demander des millions sans qu'un audit soit fait sur sa société ou que l'autorité des marchés financiers n'ait son mot à dire. Ce qui fait concrètement que de nombreuses ICO se sont révélées être des arnaques pures et simples, car une fois l'argent récolté, l'entreprise n'a pas vraiment de compte à rendre. Après, les ICO ont quand même beaucoup évolué ces derniers temps. Les législateurs s'y sont intéressés, le G20 s'y est intéressé. On voit aussi quand même de plus en plus d'acteurs dans ces ICO venir de grosses entreprises comme Google, comme de Facebook, etc., qui arrivent sur ce marché-là et qui arrivent avec des projets parfois innovants, parfois intéressants. Ça change quand même des ICO de 2014 qui jusqu'à présent n'ont pas beaucoup existé, sauf Dogecoin peut-être. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs d'aller voir l'historical snapshot sur CoinMarketCap et de regarder ce qui s'est passé en 2014 et voir qui y reste dans le top 100 ou dans le top 10 à l'époque. Ouais, pas grand monde, ouais. Pas grand monde. Sans entrer forcément dans l'exit scam, hein. C'est comme l'ICO qui a fait un exit scam à la fin à la fin de l'ICO, on s'est retrouvé avec une page blanche sur leur site avec marqué pénis sur la page blanche. Génie quand même. Voilà. Ouais. Des bons connards. Ou d'autres arnaques peut-être un peu plus subtiles. Des gens qui se déclarent en faillite 6 mois après l'ICO alors qu'ils ont levé 20 millions, c'est toujours quand même très bizarre. Mais moi ce qui me dérange, c'est pas vraiment ces arnaques pures et simples qui existent certes moins qu'avant. C'est aujourd'hui ce manque quand même de transparence qui reste sur les ICO, parce que sans entrer vraiment dans l'escroquerie, on est à la limite, c'est-à-dire des ICO qui vont dire on vend que 20% de nos tokens en crowd et finalement qui vont en vendre 25 ou 30% à des investisseurs privés. Donc on est quand même pas loin de l'arnaque, quoi. On est vraiment à la frontière de l'escroquerie pour moi. Certaines ICO me font vraiment penser à des amateurs aussi. J'ai vraiment des problèmes à voir que on annonce après coup que on a vendu tant de tokens ou on annonce après coup que un tel est parti de l'équipe. Parfois on se demande quand même, vous avez levé de 20 à 40 millions de dollars et vous n'êtes pas foutu d'embaucher des... Ouais, mais est-ce que c'est pas de l'amateurisme déguisé pour couvrir justement cette petite arnaque, quoi? Se dire,
bon, on va se faire quelques millions de plus dans notre poche en vendant un peu plus de tokens sans forcément le dire lors de la ICO, quoi. Moi, je trouve qu'on est quand même à la limite. Et même parfois, il y a une autre dérive d'ICO qui dit parfois que la team va dire que leurs tokens sont locked, que leurs tokens sont bloqués pendant plusieurs années. Alors, la pratique sur le papier est très bonne. Hein. Je trouve que de dire, par exemple, nous, on a 10% des tokens de l'ICO et on va être bloqué pendant 2 ans ou 3 ans, moi, je trouve que c'est très bien parce que ça va forcer l'équipe à délivrer le produit qu'elle a vendu. Ça veut dire, s'ils délivrent pas, si leur entreprise marche pas, leurs tokens, dans 3 ans, ils vaudront plus rien, techniquement. Donc, c'est génial sur le papier, mais le problème, c'est que parfois, certaines ICO l'énoncent, et en fait, on se rend compte que le jour de la sortie, il y a je sais pas combien de millions de tokens qui sont vendus à 10% du prix ICO, et ça vient de qui je pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui vont vendre à un tel point de perte. C'est les market makers, Louis, c'est les market makers. Ouais, voilà. On va dire ça. Il faut avoir foi dans le market maker. Bref, cette accumulation entre les exit scams, les gens qui font soi-disant faillite au bout de 6 mois ou 9 mois alors qu'ils ont reçu des millions pour leur projet, qu'ils sont 5 développeurs, ces émissions de tokens supplémentaires ou ces tokens locked qui sont pas tenus, ça fait quand même beaucoup de moyens finalement d'arnaque pour ces organisateurs d'ICO qui sont quand même un petit peu flippants pour l'investisseur, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a aussi une problématique de la concurrence dans les ICO. C'est-à-dire que on propose des nouvelles façons de faire des prêts ou des nouvelles façons de louer, etc. Et on va contrecarrer des ICO qui se sont passés il y a 3 mois avec un nouveau white paper qui fait plus ou moins... En fait, qui est plus répondant à la hype. Du coup, la hype efface l'ancien projet qui n'existe plus, et en fait, la hype fait un peu le même jeu que le journalisme actuel, qui est de toujours donner de l'info, et en fait, le spectateur est un peu noyé dans cette info, et du coup, c'est un peu le même principe sur les ICO, c'est que on nous dit toujours, ça c'est mieux. Oui. Ça c'est mieux, alors qu'il y a 3 mois il y avait exactement la même chose. C'est vrai qu'on entre un peu dans une spirale de... on sent qu'aujourd'hui, la blockchain, il y a une concurrence, chacun a envie de conquérir son secteur. Révolutionner l'agroalimentaire grâce à la blockchain, révolutionner les transports grâce à la blockchain, la finance grâce à la blockchain. Et c'est vrai qu'il y a énormément de projets sur le même créneau, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu un pari, on parie sur lequel va révolutionner son créneau et lequel va survivre, quoi. Et il y en aura... C'est horrible, hein, mais il va en avoir quand même... Il y en a tellement aujourd'hui qu'il va en avoir très peu qui vont survivre. Bref, après ces dérives qui relèvent de l'arnaque, il y a cette deuxième catégorie de dérives. Alors là, on n'est plus vraiment dans l'arnaque quoique, mais plutôt dans la fin de l'utopie de la blockchain et des crypto-monnaies, de redonner le pouvoir et l'indépendance aux gens. Parce que sur le papier, c'est génial, hein, le principe des ICO. Chacun peut, et sur un pied d'égalité, mettre de l'argent dans un projet auquel il croit, et sans avoir des milliers et des cents. Mais pourtant, en fait, dans les faits, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Il y a de moins en moins de crowd sale. Les venture capital sont en train de s'accaparer les ICO et de moins en moins laisser l'espace à la crowd sale. Et quand il y a crowd sale, on est sur des bonus, où on est sur des 1,3 Ether. Enfin, on a un peu l'impression d'être... on nous a donné un petit os à ronger en attendant que le reste ait la majorité des tokens. Vers mars, il y avait quand même aussi, si vous voulez pas de mon argent, à un moment, je vous la donne pas, quoi, parce que il fallait faire des tests. Au fur et à mesure du temps, c'était plus intéressant d'être dans les crowd sales parce qu'il y a aussi une question de bonus. Les bonus en private sale sont quand même plus intéressants que les crowd sales, et parfois les seed rounds qui sont encore plus intéressants que les private sales. Mais ça, c'est si on a un bon pool qui fait qu'on intègre cet ICO-là. Voilà. Ça va être juste pour vulgariser vite fait ce que tu viens de dire, parce qu'il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont être perdus, c'est normal. En gros, c'est vrai que maintenant, c'est un peu triste. Les ICO, ça se passe, il y a une private sale. Alors la private sale, c'est des investisseurs, souvent, comme tu as dit, des fonds d'investissement ou des gros investisseurs qui ont le droit de mettre en premier. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir donner beaucoup d'argent à l'entreprise, et avec des bonus
qui prennent plus de risques aussi. Hein. Ils investissent en premier, donc ils prennent plus de risques. C'est vrai, ils prennent plus de risques, mais ils ont des bonus dont le montant n'est pas connu, parce que justement c'est la private sale, donc en fait on va leur donner un bonus de tokens, ça veut dire par exemple ils vont mettre pour 100 000 dollars de tokens, ils vont avoir un bonus par exemple de 30%, donc ils vont avoir comme s'ils avaient mis 130 000 dollars, donc ça c'est déjà un énorme bonus qu'ils peuvent avoir, et qui ne sera pas connu des autres investisseurs, donc il y a aussi quand même un petit peu, t'as envie de dire que c'est pas du jeu, parce que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, donc déjà il y a cette private sale, et ensuite il y a une pre-sale, donc c'est souvent des gens qui s'intéressent au projet depuis le début, qui se sont inscrits à la newsletter en premier, qui sont arrivés sur le groupe Telegram en premier, et qui ont également un bonus, et ensuite il y a la crowd. Donc tout cet échelonnage, bah, voilà, je trouve qu'on part un peu du principe des ICO, du principe de la blockchain, où tout le monde était un peu sur un pied d'égalité. C'est un peu voilà, la fin de cette égalité, où maintenant il y a des échelons d'investisseurs, il y a les gros bonnets qui ont le droit de mettre avec des gros bonus. Ensuite, il y a une espèce de système de notation, de caste qui se met en place, et c'est dommage parce qu'on n'était pas parti là-dedans. Le principe justement, c'est que chacun pouvait mettre, si chacun avait envie de mettre 50 ou 100 euros dans un projet, il pouvait le faire. Et aujourd'hui, comme tu as dit, en 2018, il y a même des ICO où ça devient la guerre pour pouvoir mettre ne serait-ce que 50 euros. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu malsain, et aussi il y a ce truc ça crée aussi un système malsain derrière, c'est qu'il y a des gens qui profitent de cet engouement et du fait que souvent on peut plus mettre d'argent pour acheter des tokens et les revendre encore plus cher. C'est comme les gens à une époque qui achetaient des places au Stade de France ou à Roland-Garros et qui achetaient des 15 places pour les revendre plus cher. Bah là on est dans le même système avec les crypto-monnaies. C'est un peu dommage qu'on retrouve les dérives de l'économie classique, et ce qu'on voulait plus, et bah finalement on voulait plus de ça, et ça arrive quoi. Ça arrive dans les cryptos. Mais moi j'ai toujours pensé que cet écosystème était intéressant parce que il regroupait à la fois les crypto-anarchistes des premiers temps et les libéraux pur jus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les libéraux ont apporté justement tout ce qu'on peut critiquer là ces dernières minutes. Mais en même temps, c'est eux qui permettent que ce soit en train d'émerger. C'est-à-dire que ce sont les libéraux qui ont permis cet afflux d'argent dans les ICO et qui permettent une solidité de cette nouvelle économie. Mais cette nouvelle économie, elle est aussi construite d'une certaine manière dans le code source pour plus d'égalité. Et que cette égalité, vu qu'elle est dans le code source, peut-être que ça prendra 100 ans, 150 ans, mais au final, le système des tokens, le système économique que c'est en train de placer, et ben ce système-là, il n'est pas vers une grande capitalisation des fortunes. Il est vers une rétribution de la production, de la participation, de la communauté. C'est vraiment des communautés qui se créent autour des valeurs de production de travaux. Et en fait, ça, c'est de toute façon, à mon avis, antilibéral. Et c'est intrinsèquement crypto-anarchiste et du coup beaucoup plus égalitaire, social, etc. Oui, c'est vrai, et malgré le fait qu'aujourd'hui certaines ICO soient inégalitaires, où c'est compliqué d'investir pour un petit investisseur, et engendre des dérives qu'on a évoquées, rien n'empêche les gens d'acheter et de faire partie d'un projet après l'ICO, parce que c'est rare aujourd'hui les ICO qui font x100 ou x1000 comme à l'époque d'Ethereum. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut tout de même accéder à un projet en étant un peu patient et en trouvant le bon moment. Et bref, ça amène à parler quand même de l'avenir pour les ICO, parce qu'on voit quand même qu'après toutes ces dérives qui existent aujourd'hui, malheureusement, on a quand même un petit besoin d'encadrement de la part des autorités de marché. Et moi, je trouve ça pas mal ce que propose l'AMF, parce qu'ils ne se positionnent pas contre les ICO. C'est juste le président de l'AMF, Robert Hoffel, qui a déclaré que l'AMF préconise la création d'un label pour les ICO qui ont répondu à certains critères. Alors moi, je trouve ça pas mal parce que, certes, ça sera pas, certes, ils vont pas interdire certaines ICO et toutes les vérifier, mais au moins, les ICO qui voudront montrer patte blanche pourront demander à l'AMF ce label en répondant à certaines conditions et en montrant leur compte, sûrement avec l'examen d'un commissaire aux comptes. Et donc,
L'AMF veut légèrement réguler et quand même apporter de la sécurité aux investisseurs parce que sans pour autant interdire certaines ICO, après l'investisseur aura tout le choix de choisir ah bah tiens cette ICO est régulée, bah cette ICO a le label AMF, celle-là l'a pas, j'ai le droit de choisir dans laquelle je veux investir, mais au moins certaines auront le label et je pourrai investir en toute sécurité. Ouais, en tout cas, si l'AMF peut inciter les investisseurs particuliers à faire plus attention à leurs investissements, on peut que s'en féliciter. Bah c'était le mot de la fin pour ce podcast sur les ICO, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Telegram ou Twitter et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Radio Nakamoto. Merci à tous.